Actuellement, les plus grandes créatures du monde animal se trouvent dans les mers et les océans. Ces animaux marins aux dimensions gigantesques, comme la baleine bleue ou le grand cachalot, ne se contentent pas d'être des géants. Ce sont aussi les membres d'une famille unique, présentant des caractéristiques remarquables et qui soulèvent encore bien des questions dans le monde scientifique. Bienvenue dans le monde des cétacés. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit, aujourd'hui consacré, vous l'avez compris, au monde animal. J'aime beaucoup ces émissions où on parle des animaux qui manifestent à leur manière le génie du Créateur. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un qui connaît bien le monde de la mer et des océans. Il est non seulement professeur de sciences, mais titulaire d'une maîtrise en océanographie. C'est aussi l'un des animateurs du groupe Harmonie Sciences et Foi. J'accueille donc Jean-Robert Gardère. Bonjour Jean-Robert. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour parler donc des cétacés. Alors tout le monde a plus ou moins entendu ce mot-là un jour ou l'autre, mais qu'est-ce que c'est exactement les cétacés? Les cétacés font partie des mammifères marins. Donc, en tant que mammifères, ce sont des animaux à sang chaud. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réguler leur température corporelle. Ils respirent aussi par des poumons et non par des branchies comme les poissons. Et au niveau de la reproduction, ils sont capables de mettre au monde des petits vivants déjà formés et des petits qu'ils allaitent aussi. Donc, on en connaît environ aujourd'hui 85 espèces divisées en deux grands groupes. Il y a d'abord les cétacés à fanon, qui regroupent la plupart des baleines, et les cétacés à dents, qui regroupent les dauphins, les marsouins, quelques baleines aussi, le narval et les belugas. Donc, c'est ça. Quand on parle de cétacés, si on donne quelques noms, vous en avez cité quelques-uns, baleines, bien sûr, beluga, on a cité les marsouins et les dauphins. Les cachalots font aussi partie de Les cachalots en font partie aussi. Les cachalots font partie des cétacés à dents. Donc, au niveau du poids et de la taille, il y a une grande gamme. Par exemple, ça va de quelques centaines de kilos jusqu'à 150 à 180 tonnes, par exemple, pour la baleine bleue, qui est le plus grand animal connu de notre planète. C'est l'animal, à l'heure actuelle, le plus imposant sur la planète. C'est 30 et quelques mètres de long, c'est ça, une baleine bleue? Dans la littérature scientifique, on parle de 30 à 50 mètres de long. Donc, c'est l'équivalent d'environ, si on met 3 à 4 autobus bout à bout. Derrière l'autre. Ça donne une idée. C'est très impressionnant. Oui. J'ai jamais rencontré une baleine bleue. J'ai vu, comme beaucoup de gens, des baleines un petit peu de loin du côté de Tadoussac. Mais une baleine bleue, c'est quelque chose. C'est énorme. C'est énorme. Alors, ce qui est aussi formidable, c'est que ces animaux-là ne sont pas simplement certains gigantesques, mais ils ont aussi des capacités uniques. Quelles sont ces merveilles du monde des cétacés devant lesquelles, encore aujourd'hui, les scientifiques sont quand même en extase? Donc, par exemple, comme mammifères marins, donc, ils doivent être capables donc, de respirer, de stocker l'oxygène. Les cétacés, par exemple, ont environ une capacité double. Ils peuvent stocker 2 fois plus d'oxygène que les mammifères terrestres. Toute proportion gardée, ils ont aussi un volume sanguin qui est 2 à 3 fois supérieur donc, à celui des mammifères terrestres. Ils ont plus de globules rouges et plus d'hémoglobine, donc le pigment qui transporte l'oxygène. Et quand ils sont en surface, ils sont capables de doubler leur rythme cardiaque pour pouvoir envoyer un plus grand volume de sang dans les poumons pour pouvoir s'oxygéner. Là, ils font du stockage en quelque sorte. Oui. Et ensuite, ils plongent. En plongée, maintenant, l'animal est capable de réduire son rythme cardiaque et il est capable aussi, pour économiser l'oxygène, donc envoyer le flux sanguin vers des organes qu'on pourrait dire prioritaires. Par exemple, le cœur et le cerveau ne manqueront jamais d'oxygène. Par exemple, le cachalot
qui se nourrit dans les fonds est capable de plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur et rester en apnée pendant plus de 2 heures. Donc, c'est des capacités extraordinaires. Et alors, c'est extraordinaire parce que vous dites, non seulement ils stockent beaucoup d'oxygène avant de plonger, mais ensuite tout un mécanisme pour dépenser le moins possible d'oxygène. Exact. Ils sont capables d'économiser cet oxygène-là donc, pendant qu'ils sont en apnée pour leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner. À titre de comparaison, un être humain doit pouvoir rester dans l'eau, quoi, 5-6 minutes? Un être humain, on parle d'environ 3 minutes et dans des cas extrêmes, je pense que c'est jusqu'à 7 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, des capacités extraordinaires. Autre chose qui est quand même particulier chez les cétacés, spécialement les baleines, ce sont les fanons. Expliquez-nous ce que sont les fanons. Bien, les fanons sont des formations qui dérivent de la peau. Donc, ça pousse sur la mâchoire supérieure. Ce sont des plaques rigides. Le nombre varie entre 200 et 400, donc en fonction des espèces. Et ces plaques rigides-là forment un gigantesque filtre qui permet aux baleines à fanon donc, de pouvoir filtrer leur nourriture, constituée essentiellement pour certaines baleines de petits crustacés qui forment le krill et aussi de petits poissons. Donc, alors, ces fanons, des filtres, donc la baleine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre sa gueule, je ne sais pas comment on dit pour une baleine. C'est ça. Le mode d'alimentation varie d'une espèce à une autre. Il y en a, par exemple, qui vont plonger, qui vont remonter avec la gueule ouverte. Il y en a aussi qui vont tout simplement nager en surface avec la gueule ouverte. Dans les deux cas, qu'est-ce que l'animal fait? L'animal va engloutir un volume imposant d'eau. Donc, on dit que certaines espèces sont capables, par exemple, d'ouvrir leur gueule de telle sorte que les deux lèvres forment un angle droit. Donc, en refermant la bouche, donc, l'animal va chasser l'eau et les fanons, ce filtre gigantesque va capter, donc va retenir les petits crustacés et les petits poissons qui constituent donc, le menu de l'animal. Les baleines vont se nourrir donc de ce krill. Et sauf erreur de ma part, vous me corrigez si je me trompe, ces fanons, c'est unique dans le monde animal. C'est unique chez les cétacés à fanon, chez ces baleines-là qui en possèdent. Autre chose qui est extraordinaire chez les cétacés, moi ça me fascinait déjà, je me souviens enfant lorsque on me parlait de ça, c'est leur système d'écolocation ou écolocalisation, je ne sais pas comment on dit exactement. Oui, c'est un système qui est propre aux cétacés à dents, dont les dauphins. Donc, c'est un système de sonar naturel hautement sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que le sonar de nos sous-marins, donc que l'homme a construit. Donc, ce système permet, par exemple, à ces animaux-là de se repérer dans des environnements où la luminosité est très faible, pour ne pas dire quasiment nulle. Donc, l'animal est capable d'émettre des ondes acoustiques à différentes fréquences. Il y a un auteur qui dit même, par exemple, que le dauphin est capable de voir avec des sons. Comment est-ce que ce système fonctionne? L'animal utilise ces ondes pour pouvoir repérer dans son environnement soit des obstacles, soit des congénères, mais surtout ses proies. En envoyant, par exemple, l'onde acoustique, quand l'onde acoustique va toucher un objet, il y a un écho qui revient. Et cet écho va être capté par la mâchoire inférieure. Ensuite, l'écho va voyager à travers un tissu adipeux, donc au niveau de la mâchoire inférieure, jusqu'à l'oreille interne. L'oreille interne va ensuite prendre cette information-là, va le transférer au cerveau sous forme d'influx nerveux. Et le cerveau va ensuite interpréter. Le cerveau va jouer le rôle de centre de traitement. Il va traiter cette information-là et le message qu'il envoie, à partir de ce traitement, l'animal est capable, par exemple, de distinguer la forme, la densité de l'objet, mais aussi sa distance et même sa vitesse de déplacement. Donc c'est une série d'informations incroyables. Exact. Et il y a un ensemble de composants, un ensemble d'organes qui sont impliqués, par exemple, dans le processus d'écolocalisation. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les lèvres phoniques, donc qui vont émettre le son. Il y a un autre organe qu'on appelle le melon, c'est un amas graisseux qui est situé en avant du crâne, qui va jouer un rôle de lentille, qui va permettre donc de bien diriger donc, cet écho donc, dans la zone qui est située juste en avant de l'animal. Et il y a la mâchoire inférieure qui va capter l'écho qui revient. Il y a le tissu adipeux donc, qui va permettre à cet écho-là de voyager jusqu'à l'oreille interne. Et bien entendu, il y a aussi le cerveau qui va traiter l'information. Donc,
tous ces composants doivent être présents en même temps pour que la machine fonctionne. Alors, Jean-Robert Gardère, ça m'amène à vous poser une question qu'on voulait aborder ensemble, la question de l'origine de ces animaux. Dans on va dire, ce qui est aujourd'hui la théorie scientifique principale, la théorie matérialiste évolutionniste, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait d'abord des mammifères comme ça dans l'eau, et puis des mammifères avec des caractéristiques aussi extraordinaires? En fait, si on commence par Charles Darwin, considéré comme étant le père de la théorie de l'évolution, lui, il avait évoqué la possibilité qu'une mousse noire qui nageait donc, dans les océans avec la gueule ouverte pour chasser des insectes, donc, se serait progressivement transformé pour devenir donc, un mammifère marin. J'ai bien compris, un ours noir, d'après Darwin, serait devenu une baleine. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça fait sourire, et même chez les évolutionnistes, ça fait sourire, mais c'est ce qu'on a eu comme explication donc, possible pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, les néo-darwinistes nous disent que l'ancêtre terrestre donc, des cétacés serait un petit mammifère de la taille d'un loup. Ils sont arrivés à la conclusion, suite à la découverte donc, en 1974 au Pakistan, d'un fragment de crâne et de quelques os. Ce fossile a été analysé à l'Université du Michigan et à partir de ces os-là, ils ont reconstitué le squelette complet d'un animal qu'ils ont dénommé Pachycetus. Alors, il y avait des liens avec les baleines ou les cétacés? En fait, le seul lien qu'ils ont pu établir, c'est un petit os situé au niveau de l'oreille interne qui permet d'isoler le son en milieu aquatique. Il paraît qu'ils auraient retrouvé ce petit os-là chez Pachycetus. Et le même os est présent aussi chez les cétacés. Ils disent que, on est tombé sur le chaînon manquant entre les mammifères terrestres et les mammifères marins. Et c'est suffisant dans leur esprit pour dire qu'on est passé de ce mammifère terrestre au cétacé? Oh, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'on a assisté quand même à pas mal de reconstitutions frauduleux, je pourrais dire. Déjà, juste reconstituer un animal complet à partir d'un fragment de crâne, il y a quelque chose quand même hypothétique. C'est ça, c'est quand même hypothétique, mais ils sont allés quand même un peu plus loin. Ils nous disent que Pachycetus, par exemple, vivait au nord du Pakistan actuel, et c'est un animal qui vivait, qui chassait sur la terre, mais qui, de temps en temps, faisait des incursions dans les océans pour compléter en quelque sorte sa ration. Pourquoi? Parce qu'il y aurait donc une compétition au niveau de la nourriture suite à la disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années, ce qui aurait provoqué une explosion de la population de certains petits mammifères. Donc, Pachycetus allait dans les océans pour Il fallait qu'il aille se nourrir un petit peu dans l'eau, et petit à petit, alors il aurait développé des capacités, c'est ça? C'est ça. Donc, il allait chasser en eau peu profonde, mais avec le temps, il s'est révélé un peu moins efficace pour pouvoir chasser donc, dans la mer. Il était aussi plus vulnérable aux prédateurs, donc il a dû s'adapter et évoluer pour donner une autre espèce qu'on a dénommée Ambulocetus. Donc, Ambulocetus serait un mammifère amphibie, c'est-à-dire qui avait des mœurs terrestres et aquatiques. Donc, il chassait dans le milieu aquatique, mais il revenait sur la terre ferme pour pouvoir se reproduire. Étant donné qu'il marchait très difficilement sur la terre ferme et qu'il n'était pas encore assez rapide non plus dans les océans... Il a décidé qu'il fallait devenir vraiment aquatique. Exact. Lui aussi, il a dû disparaître pour céder sa place à un mammifère, cette fois-ci, qui allait être entièrement aquatique et qu'on a dénommé Syncytiacetus. Donc, c'est à partir de ces trois... supposé chaînon-là qu'on serait passé, par exemple, des mammifères terrestres aux mammifères marins. Okay. Ça pose toutes sortes de questions. Entre autres, quand on dit il a fallu qu'il s'adapte, on se pose la question, est-ce que c'est l'animal qui pense? Est-ce qu'il y a une pensée derrière le schéma évolutif? Ça pose beaucoup de questions philosophiques par rapport à cela. Mais en plus de ça, ni vous ni moi, en fait, on ne croit à ça parce qu'il y a des tas d'impossibilités dans cette théorie. Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'en quelques mots, vous nous expliquiez pourquoi, vous, en tant que scientifique océanographe, vous ne croyez pas à cette théorie. Quel est l'impossible passage du mammifère terrestre au cétacé? On va d'abord parler de quelques transformations nécessaires pour pouvoir passer de mammifère terrestre à un mammifère aquatique. Au niveau de la tête, par exemple, si on y va méthodiquement, on va commencer au niveau de la tête. Au niveau de la tête, il faut allonger la tête. Il faut déplacer les cavités nasales, donc pour les déposer sur le sommet
du crâne. Oui, parce que les cétacés, Les cétacés ont des évents. C'est des évents qui leur permettent donc d'inspirer et d'expirer. Et il faut, au niveau de la bouche, par exemple, il faut partir donc de dents différenciées en incisives, canines, prémolaires et molaires et les transformer en fanons chez les cétacés à fanons et aussi en dents non différenciées chez les cétacés à dents parce que les cétacés à dents ont des dents qui sont toutes identiques. Et les dents ne servent pas à la mastication, elles servent tout simplement à capturer et à maintenir donc les poids. Toujours au niveau du cou, par exemple, il faut, par exemple, soit faire disparaître complètement ou souder les vertèbres cervicales, donc les os du cou. Il faut aussi faire disparaître l'épaule. Il faut transformer les pattes avant en palettes natatoires qui assurent chez les cétacés la stabilité de la nage. Parce qu'il n'y a pas de pattes, évidemment, chez les cétacés. C'est ça. Il faut faire disparaître complètement les pattes arrière parce que les cétacés n'ont pas de pattes arrière. Il faut aussi, au niveau du corps, donc enlever les poils et recouvrir le corps d'une épaisse couche de graisse. Chez certaines espèces, cette couche-là peut atteindre jusqu'à 50 cm d'épaisseur. Et au niveau de la queue, il faut enlever les vertèbres donc, de la queue. Il faut faire disparaître la queue et la remplacer par une puissante nageoire caudale qui permet aux cétacés de pouvoir se propulser en nageant. Et quand on a fait ça, on a fait encore qu'une toute petite partie de ce qui est nécessaire. Bien sûr. Au niveau de la reproduction, par exemple, il faut faire migrer tous les organes reproducteurs donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, chez les mâles, ça pose un sérieux problème. Si tu prends les glandes sexuelles, par exemple, les testicules, tu les mets à l'intérieur, donc physiologiquement parlant, les mâles deviennent automatiquement stériles. On sait qu'aujourd'hui, chez les mammifères terrestres, donc les glandes sexuelles donc, et des mâles fonctionnent à une température donc, légèrement inférieure au reste donc, du corps. De celle du corps, donc d'environ 2 à 3 degrés. Tout ceci pour permettre donc au mâle de pouvoir produire des spermatozoïdes qui sont viables. Alors là, quand on fait migrer, par exemple, les glandes sexuelles donc, à l'intérieur, il faut aussi en même temps développer un système de réfrigération qui va permettre justement une production de spermatozoïdes viables. C'est important ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'il faut non seulement que les glandes sexuelles migrent vers l'intérieur, mais il faut qu'en même temps, oui, le système donc, de réfrigération, je peux l'appeler comme ça, fonctionne, parce que sinon, c'est la stérilité. La stérilité, c'est la mort, la fin de l'espèce. Cet animal-là serait automatiquement annulé par la sélection naturelle. Et puis, puisqu'on parle de reproduction, il y a encore un problème qui me semble assez énorme. C'est que ce n'est pas seulement vrai pour les cétacés, c'est vrai dans la théorie de l'évolution en général. Oui. C'est qu'il faut qu'il y ait un mâle et une femelle qui connaissent ces transformations au même moment. Exact. Sinon, là aussi, c'est l'extinction. Exact. Il faut provoquer les mêmes transformations chez les deux sexes simultanément, sinon il n'y a pas de possibilité de reproduction. Et la reproduction, c'est ce qui permet à une espèce de se perpétuer dans le temps. Et tout ceci, il faudrait opérer ces changements-là grâce à des phénomènes aléatoires, qui sont les mutations génétiques. Alors justement, il faut rappeler... ce qui fait que ni vous ni moi n'y croyons et que, je dirais, la logique devrait nous amener à sérieusement douter de cette théorie, c'est que derrière la théorie de l'évolution traditionnelle, il n'y a rien d'autre finalement que le hasard et les mutations hasardeuses. C'est ça. Donc, les deux principaux piliers donc, de la théorie de l'évolution qui a permis aux espèces d'évoluer sur des centaines de millions d'années, ce seraient les mutations génétiques et la sélection naturelle. Faut-il rappeler que les mutations génétiques sont des erreurs de réplication du matériel génétique au moment de la division cellulaire. Et en génétique moderne, aujourd'hui, on reconnaît que la majeure partie donc, des mutations génétiques entraînent des défectuosités, des anomalies. Donc, on ne connaît quasiment pas de mutations favorables. Des mutations favorables, on pourrait dire que ça n'existe presque pas. Il y en a il y a des mutations, par exemple, dans le monde animal que l'homme va tourner à son avantage. Mais ça ne veut pas dire que pour l'animal, c'est nécessairement une mutation favorable. Donc, ça prendrait, dans le cas des cétacés, dans n'importe quel type d'évolution, ça prendrait non seulement des mutations favorables, mais aussi des mutations favorables coopératrices, c'est-à-dire des mutations qui pourraient provoquer donc, des changements dans 2 ou 3 ou 4 systèmes différents en même temps. Et comme on le disait tout à l'heure, chez les mâles et les femelles,
en même En temps. même temps, Ça fait oui. énormément de Ah coïncidences. oui, ça, Si on a beaucoup de foi, on peut peut-être y croire, exact. mais on peut aussi penser que derrière ces cétacés extraordinaires, on n'a même pas parlé encore de l'écolocalisation et de C'est son ça. origine, Ouais. eh bien, il y a plutôt une intelligence, Bien sûr, bien sûr. et c'est ce que vous croyez. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la plupart des biologistes, parmi les plus célèbres, reconnaissent que quand ils considèrent le monde vivant, sa complexité, ils reconnaissent l'image d'un dessin, mais ils disent que c'est un dessin apparent. Si je prends l'exemple de Richard Dawkins, qui est considéré dans le milieu scientifique comme étant le porte-étendard de l'athéisme scientifique, dans son livre L'horloger aveugle, dans les premières pages, il définit la biologie comme étant l'étude d'objets complexes qui ont l'apparence d'avoir été conçus pour un but bien précis. Et moi, en tant que biologiste chrétien, plus j'en découvre sur la complexité du vivant, plus j'arrive à la conclusion que le hasard ne peut pas produire toutes ces perfections-là, des systèmes d'adaptation extraordinaires qui nécessitent l'implication de plusieurs composants, des composants qui peuvent être présents en même temps pour que les systèmes fonctionnent. Et le monde des cétacés est un monde éloquent à bien ce sûr. sujet. C'est un monde merveilleux, le monde des cétacés. Un monde qu'on va continuer à découvrir. On n'a pas encore tout compris, évidemment, des c'est cétacés. sûr. On continue à l'étudier. Oui. Jean-Robert Gardère, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir parlé de ces merveilles du monde des cétacés. J'imagine qu'on aura l'occasion de se revoir pour parler d'autres aspects du monde du vivant qui témoignent de cet ingénieur en chef de l'univers. Je sais que vous étudiez toujours beaucoup, vous fouinez. En ce moment, quels sont vos sujets de prédilection? Présentement, j'essaie de développer quelque chose sur le code génétique, justement, donc les merveilles du code génétique. Comment est-ce que ça fait appel, justement, à un concepteur? Donc, ça montre la signature d'un concepteur, D'un créateur. D'un créateur, d'un architecte. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une émission sur ce sujet. Ouais. Merci encore. Ça m'a fait plaisir. Et je ne peux pas terminer cette émission sans lire un texte tiré de ce vieux livre qui est aussi à la base de notre émission. Il est écrit, tiré du livre de Job dans l'Ancien Testament. Déjà à l'époque, les anciens s'émerveillaient devant les merveilles du vivant. Et Job lui-même, au chapitre 12 de son livre, à partir du verset 8, nous dit ceci. « Parle à la terre, elle t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? » Eh bien, bonjour les amis, bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui, France, on n'a pas vraiment d'offre de la semaine au sens traditionnel, mais on a une bonne suggestion pour nos auditeurs. Oui, on veut encourager nos gens. Bon, c'est sûr qu'on aurait voulu, dans un premier temps, offrir un DVD comme on l'a fait la semaine dernière sur le sujet d'aujourd'hui, mais malheureusement, il n'existe pas en DVD. Et c'est la même collection? Oui, Ouais. oui. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'encourager nos auditeurs à aller voir sur Google. Ils ont juste à taper Géosciences eau vivante au pluriel. Eau vivante, on précise que c'est Oui. E-A-U-X, vivante au pluriel. Donc, Géosciences eau vivante. C'est un film documentaire, comme la semaine dernière, sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, de la conception, c'est la conception de la vie. C'est comme une série. Puis, on peut voir, évidemment, beaucoup d'informations par rapport au monde marin. Ça ne parle pas particulier- seulement des cétacés, hein? Non, on voit, bon, bien sûr, les dauphins, mais on voit aussi les saumons, on voit la tortue et les baleines. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans ces films-là, c'est la qualité image, la qualité de reproduction D'explication. par ordinateur de toute l'anatomie, le fonctionnement des animaux. Donc, c'est magnifique, c'est merveilleux. Moi, j'encourage les gens à y aller gratuitement, ça coûte rien. Là, c'est absolument gratuit. C'est vraiment gratuit. Il- Alors que, oui. Il vous suffit d'aller sur Oui, comme on a dit, Google. Internet, Google, Géosciences eau vivante, ils vont pouvoir s'émerveiller devant le monde marin. un très beau documentaire. Oui, oui.
à voir absolument. Oui. Merci, France. Bienvenue. Et Sylvain, toi, tu as une question d'auditeur aujourd'hui? Oui, exactement. On a donc Peter qui nous a écrit via le web. Les gens peuvent aussi nous appeler si ont des questions, il n'y a pas de problème. Donc, la question est la suivante. Puis-je savoir où est-il écrit dans l'Ancien Testament la venue de Jésus-Christ? Donc, en lisant la question, je me suis posé moi-même la question, est-ce qu'il parle de la première venue de Jésus? Est-ce que l'Ancien Testament deuxième. annonce la Ouais. venue du Christ Oui. sur cette terre? Donc, si on veut répondre à cette question-là, est-ce qu'on a quelque chose, Rémi, à proposer? Oui, absolument. Si c'est Ouais. ça la question, on a une émission complète consacrée à ça, que j'avais fait il y a Mhm. quelque temps, c'était à la période de Noël. OK. Ça s'appelle « Depuis plus de 4000 ans Oui. Mhm. ». Sous-entendu, nous le promettaient les prophètes. Ouais, ouais. C'est une émission Ouais. sur les prophéties messianiques. Donc là, Bon. vous allez trouver beaucoup d'informations. Ben, c'est intéressant, puis aussi de se rappeler, peut-être de rappeler à nos auditeurs, ils peuvent aller fouiller aussi dans nos archives en ligne, ils Ben oui, peuvent c'est trouver ça. des réponses. C'est ça. Puis, de mon côté, moi, ben, j'ai pensé aussi peut-être que Peter voulait faire référence au retour de Jésus-Christ. Est-ce que l'Ancien Testament parle de son retour? Mhm. Donc, Alors, est-ce que l'Ancien Seconde Testament venue. parle Bon. de la seconde venue du Christ? c'est ça. Donc, on a quelques textes, évidemment, qu'on pourrait peut-être explorer ensemble. Est-ce que toi, tu en as en tête? Ben, j'ai pensé à Daniel, chapitre 7, Oui. versets 13 Oui, et 14. absolument. Probablement, on peut lire ce texte-là pour Peter. C'est Peter, hein, Peter. son nom. hein, Oui, c'est ça, notre oui, Peter. exact. Oui. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, il y a Mhm. effectivement un texte. Il y a une vision. là, Oui, que il y a une Daniel- vision avec plusieurs animaux. Et à la Mhm. fin de la vision, donc, les animaux représentent l'histoire humaine. Mhm. Et à la fin de la vision, donc à la fin de l'histoire humaine, je lis ceci, Daniel 7, versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Wow. Beau texte. C'est un beau texte. Hein? Ouais. Ouais. Certainement le texte le plus clair de l'Ancien Testament sur cette dimension du retour du Christ en gloire et d'établissement de... Mais il y en a Le sang plusieurs autres, j'imagine. Alors oui, Mm. pas écrit de la même manière, mais dans l'Ancien Testament, c'est surtout ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, le jour final de l'intervention de Dieu, En relation avec le jugement. voilà, avec le jugement, et également tous les textes en rapport avec le nouveau cieux et la nouvelle terre Mhm. qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui annoncent aussi le royaume de Dieu. Donc on peut répondre à Peter que oui, l'Ancien Testament, comme le Nouveau, présente cette espérance du retour du Christ et de la nouvelle terre. Bien. Merci à Peter pour la question et merci Sylvain de Plaisir. l'avoir relayé. Ouais. Alors nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous rappelons simplement maintenant comment voir ce documentaire sur Internet à ne pas manquer, Eau vivante. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous aimez nos émissions sur la nature, eh bien, elles sont toutes disponibles en ligne. Vous allez sur notre site ilestécrit.tv et vous pouvez toutes les visionner, ainsi d'ailleurs que tous les autres sujets enregistrés par Il est écrit. Alors, rendez-vous en ligne et rendez-vous aussi la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »